l'inattendu, une CAN Cameroun sans Benson Pierraka qu'il repose en paix. C'est l'heure de notre rendez-vous culturel. Commençons en littérature avec Porter la parole, un sacerdoce. C'est le titre de l'œuvre de Joël Nguessan, un ouvrage de 17 chapitres qui retrace ses 10 années de prise de parole au service du RDR et du président Alassane Ouattara. Jean-Marc Djadji. Le porte-parole est celui en qui le décideur reconnaît toutes les qualités nécessaires pour dire ce qu'il aurait pu dire ou voulu dire. Une parole forte tirée de la préface de la chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, dans le livre « Porter la parole, un sacerdoce » du ministre Joël Nguessan. Un ouvrage de 531 pages et de 7 chapitres que l'auteur présente à la presse nationale. Une œuvre mémorielle qui relate ses 10 années comme porte-parole du chef de l'État. Pour lui, ce métier est tout sauf aisé. Le porte-parole, c'est celui qui saisit la pensée profonde du chef et qui peut transmettre cela pour que la mission que le chef lui a confiée soit une mission parfaite. C'est un peu ça, mais c'est pour ça que je dis c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, ça veut dire, il faut connaître le chef, il faut connaître sa pensée, il faut voir sa vision et s'intégrer dans cette vision. L'ouvrage « Porter la parole, un sacerdoce », c'est aussi des anecdotes sur le président Alassane Ouattara. Il laisse ses interlocuteurs être responsables de leurs convictions et aller au bout de leurs convictions. Il ne nous imposait rien. Le recueil « Porter la parole, un sacerdoce » est une invite à feuilleter nos vies individuelles et collectives. Prolixe en écriture, le ministre Joël Nguessan est à sa 6e publication. Et on retrouve notre invité de la page culture, la directrice de la fondation, Amadou Hampateba. Bienvenue, Rokiatou. Merci. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le caractère d'universalité de l'homme, du savoir de Amadou Hampateba? Mais bien que ces connaissances soient issues des zones aurifères de notre civilisation, aidant les Africains à mieux se connaître, mais ne s'adresse pas qu'aux Africains, et s'adresse à l'humanité dans son entièreté. Et dans l'arène internationale, il a pris la parole pour l'Afrique, pour aider les Africains eux-mêmes à mieux se connaître, parce qu'il a eu la chance d'être un initié, donc d'être allé à l'école africaine avant cette école européenne, mais il a su s'ouvrir aux autres civilisations. Et le caractère universel de son œuvre trouve sa matérialisation à travers différentes traductions. On a des œuvres d'Hampateba traduites en grec, en italien, en néerlandais, en japonais. Donc Hampateba n'appartient plus à son pays, le Mali, et son pays d'adoption à la Côte d'Ivoire. Il appartient à l'Afrique et au-delà. Oui. Et parlons de ce savoir universel. Je tiens ici entre les mains Vie et enseignement de Tierney Bokar, le cheikh Tidjania, un ouvrage qui se présente comme une histoire de la spiritualité universelle avec le sage de Badjangara, sur qui la lumière de Dieu a brillé, a dit Hampateba dans cet ouvrage. Alors, préserver les œuvres de Amadou Hampateba, ça semble quand même une tâche immense. Pendant ces 20 ans, comment vous fonctionnez à la Fondation? C'est une tâche immense, mais en même temps exaltante. Elle est l'expression de l'amour d'une fille pour son père, d'une élève pour son maître. Et il me l'a demandé avant de mourir, parce qu'il souhaitait qu'après sa mort, que l'ensemble de son fonds documentaire soit mis à la disposition des chercheurs, de préférence en Côte d'Ivoire. Et donc, il a consacré toute sa vie, fruit de 65 années de recherche. Et donc, il convient que nous conservions ces manuscrits, ces véritables trésors culturels, nulle autre part consignés, que s'ils disparaissaient, c'est un pan de l'histoire de l'Afrique et de l'humanité qui s'engloutirait avec elle.
se rappelle de ce discours de 1960 à Paris, à l'UNESCO, d'ailleurs, qui permet aujourd'hui à tout le monde de savoir quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. En réalité, c'était en 1960 à l'UNESCO. Alors, en revenant sur cette mission de Amadou Hampâté-Bâ, en 20 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Vous pensez que vous tenez la mission, que ça va, ça se passe bien? Je tiens la mission grâce à l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, qui a soutenu l'effort de création de la Fondation en 2002. Il faudrait ici dire que la Fondation est l'histoire d'une amitié séculaire qui a uni Amadou Hampâté-Bâ au président Félix Houphouët-Boigny. Et que Amadou Hampâté-Bâ repose dans cette terre ivoirienne. Et comme on le rappelait, c'est lui qui a souhaité qu'après sa mort, cette fondation, enfin une institution voit le jour, et nous avons respecté cette volonté testamentaire. Et depuis, le président Houphouët et tous les gouvernements successifs n'ont pas manqué de sollicitude pour la mémoire d'Amadou Hampâté-Bâ. Et l'organisation est reconnue d'utilité publique depuis 2013. Oui, en 2002, elle a été créée. En 2004, nous avons eu un siège. En 2008, restauré. En 2011, installé dans les locaux. En 2013, le président Alassane Ouattara la reconnaissait comme association d'utilité publique. En 2019, nous avions la visite de la directrice générale de l'UNESCO qui a décidé de s'engager aux côtés de la Fondation pour la sauvegarde de ce patrimoine en vue de son inscription au registre Mémoire du Monde. Donc c'est une bonne nouvelle, surtout pour ces 20 ans au service de ce grand savant, ce grand penseur africain. Et c'est un patrimoine justement qui doit vivre, comme on le voit dans cet élément de Serge Pakom Didi et Moussa Konaté. La Fondation Amadou Hampâté-Bâ a 20 ans d'existence cette année. Lancée sur le fonds baptismaux le 9 janvier 2002 en Côte d'Ivoire. Cette fondation a été mise en place pour respecter la volonté de ce savant et grand penseur africain décédé en 1991. Ce que j'aurais à dire, si je n'arrive pas à le dire moi-même, il se trouvera dans le papier. Et j'ai une bibliothèque, j'ai des archives assez bien fournies. Et je léguerai ça à la culture africaine. Amadou Hampâté-Bâ, c'est une vingtaine d'œuvres publiées qui continuent d'instruire le monde entier. On peut citer entre autres L'étrange destin de Wangrin, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, Kaïdara, Coépouse Bossu, Il n'y a pas de petite querelle. Cette fondation se fixe comme objectif majeur de préserver ce patrimoine documentaire d'Amadou Hampâté-Bâ qui compte à ce jour environ 150 000 pages numérisées. L'UNESCO soutient la fondation dans ce travail de numérisation. Plusieurs activités vont meubler la célébration des 20 ans d'existence de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ. Il s'agit entre autres d'ateliers, de colloques, de tables rondes, de contes et de galas pour une levée de fonds. Alors on a cette nouvelle de l'UNESCO qui s'engage. Est-ce qu'au niveau africain, on a par exemple l'Union africaine ou d'autres organisations sur le continent qui prennent aussi ce genre d'engagement pour que vive cette mémoire de Amadou Hampâté-Bâ? C'est notre souhait le plus grand. Nous avons 20 ans d'existence, donc la Fondation est majeure. Pour les 20 prochaines années, nous souhaiterions vraiment que les institutions internationales africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, puissent prendre cet héritage que nous avons en commun pour immortaliser en reconnaissance à ce que Amadou Hampâté-Bâ a fait, les combats qu'il a menés pour une Afrique décomplexée, pour une meilleure connaissance de l'Afrique. Parce que si des personnes comme Amadou Hampâté-Bâ n'avaient pas existé, comme pont entre les différentes générations, nous aurons perdu une source féconde. Donc il appartient donc à notre communauté, à cette union, de pourquoi pas instituer une journée Amadou Hampâté-Bâ internationale pour le dialogue des cultures et des religions. Et ça me permet en même temps de vous poser la question sur le contenu de la célébration de ces 20 ans de la Fondation cette année. Alors, à quoi est-ce que ça va ressembler, cette célébration? Alors, ce sera des ateliers déjà qui ont commencé avec des enfants, des ateliers sur l'oralité, sur les contes. Et nous envisageons aussi de faire un colloque international sur la question de tolérance chez Amadou Hampâté-Bâ, intérêt pour les sociétés contemporaines. Bien sûr, nous avons aussi un concours dédié à la jeunesse
ma réponse à la lettre à la jeunesse d'Amadou Hampâté-Bâ, une lettre qu'il avait écrite en 1985 et qui est d'une actualité cuisante. Et ensuite, bien sûr, le nerf de la guerre, un gala pour lever des fonds pour continuer de sauvegarder ce patrimoine. Et en mai, ça va faire 31 ans qu'il disparaît. Peut-être que qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre? Ou alors vous focalisez seulement sur la fondation qui a ses 20 ans? Déjà, depuis 30 ans qu'il est parti, 31 ans bientôt, chaque année, nous avons voulu commémorer cet événement, mais en 20 ans, ça aura un cachet différent, plus particulier. Mais il faut dire que Hampâté-Bâ appartient à tous. Donc nous vous convions tous à nous accompagner pour cette célébration. C'est le lieu d'ailleurs de remercier la RTI et sa direction qui n'ont de cesse d'accompagner la Fondation dans ses activités depuis le début. Oui, on a un peu d'Hampâté-Bâ, chacun d'entre nous. En lui, j'en suis quand même un tout petit passionné. J'ai sorti ma petite collection, le petit Baudiel, vie et enseignement de Tierno Bokar. J'ai coulé l'enfant Peul, oui, mon commandant, le étrange destin de Wangrain, et puis Kaïdara. Bon, voilà la petite collection. Mais il m'en manque quand même pas mal. Ndiedo, qui est la mère de la calamité, Jésus vu par un musulman, etc. Mais il y a surtout ce trésor caché, ces manuscrits de Hampâté-Bâ qui ne sont pas encore publiés. On a envie de savoir qu'est-ce qui nous cache là-bas. Alors, les œuvres publiées ne sont qu'une petite partie de l'iceberg. Comme on le disait, c'est 70 années de recherche. Donc, nous avons déjà recensé plus de 400 à 500 conférences qui s'ouvrent à différents genres, différentes thématiques, et qui sont encore autant d'œuvres qui vont être publiées. Il y a des centaines et des centaines de livres. Et c'est à juste titre que le professeur Zadi Zaourou me demandait une fois, mais de combien d'heures se composaient les journées d'Hampâté-Bâ pour produire autant en une vie. Parce qu'il disait qu'il avait conscience qu'il était à une période charnière, parce qu'avant lui, l'histoire de l'Afrique était transmise et transcrite par les autres. Mais il est le père de la francophonie. Il a marqué le passage de l'oralité à l'écrit en gardant le génie de la symbolique Peul. Oui, et c'est justement ce qu'il disait. Il dit, lorsque j'écris, c'est de la parole couchée sur le papier. Exactement. On sent vraiment le côté et il disait aussi, très traditionnel, oui. Il disait aussi qu'il n'écrit pas le français, mais il écrit en français. D'accord. Le français lui sert de support pour traduire sa pensée Peul profonde, parce qu'il pense en Peul et il traduit en français. Donc c'est vraiment juste un moyen, c'est tout. Mais ça se voit vraiment dans ces œuvres. Merci beaucoup, Rokiatou Hampâté-Bâ, la directrice exécutive de la Fondation Hampâté-Bâ qui a ses 20 ans cette année. Merci beaucoup. L'invité de la page culture, donc il nous reste à chacun plus qu'à contribuer à faire vivre dans le présent les œuvres de ce géant de la mémoire. Peut-être rapidement pour terminer, Rokiatou. Donc ces œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ sont là. Et Hampâté-Bâ nous disait qu'il faut aller dans la zone aurifère de notre civilisation pour pouvoir en retirer l'essentiel. Et je confie cette fondation à tous pour le porter, pour que le message universel d'Amadou Hampâté-Bâ demeure. Merci, Rokiatou Hampâté-Bâ. Et je rappelle pour terminer dans l'actualité nationale que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour Accra au Ghana. Il prendra part demain, dimanche 9 janvier 2022, à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la situation socio-politique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Le président de la République est arrivé donc à Accra aujourd'hui au Ghana pour ces deux rencontres sur la situation au Mali. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain après donc ces rencontres. Et ce soir, pour terminer, ce sage d'Afrique, Amadou Hampâté-Bâ, que nous citons pour refermer ce journal, d'envie et enseignement de Tierno Bokar, disait « L'arc-en-ciel doit sa beauté au ton varié de ses couleurs ». Dieu le voulant, on se retrouve demain.